le vois très bien. Ton partage d'écran se passe bien, je vois très bien. OK. Eh bien, allons-y pour, la nutrition et le cerveau. Alors, je voulais rappeler aussi que dans le cerveau, on parle souvent des neurones, mais il y a un autre type de cellules qui s'appelle les cellules gliales. Alors, jusqu'à pas très longtemps, l'estimation du nombre, du rapport entre les 2 c'était pas ce qu'on dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le ratio est estimé à 1 pour 1. Donc il y a un neurone pour une cellule gliale. Donc il faut savoir que les cellules gliales, ce sont les cellules qui servent à maintenir l'homéostasie dans tout ce milieu. Elles servent aussi à la production de myéline, donc cette gaine qui entoure les nerfs. Et les cellules gliales servent surtout à nourrir les neurones, donc leur apporter de l'oxygène et apporter des nutriments, notamment le glucose, puisque le carburant préféré des cellules nerveuses, c'est quand même le glucose. Donc voilà, il y a un petit schéma, hein, vous voyez ces deux types de cellules. Donc les cellules gliales, on les appelle aussi les astrocytes, et vous voyez qu'elles ont aussi des connexions, mais elles servent surtout à aller nourrir les neurones. Alors, on parle aussi de neurogénèse parce que jusqu'à pas très longtemps, on pensait que les cellules du cerveau ne pouvaient pas se régénérer. Une fois que c'était détruit, ben, c'était foutu. Ben, pas du tout. Donc, on peut activer ce qu'on appelle le BDNF, donc c'est le Brain Derivated Neurotrophic Factor. Donc, c'est un facteur qui va permettre aux neurones de se développer. Alors, il y a différentes techniques. Alors, il n'y a pas que l'alimentation, hein, c'est aussi le mode de vie, mais dans ces techniques, il y a la restriction calorique. Alors, on n'a pas dit non plus qu'il fallait réduire son alimentation avec des rations à 1000 calories, mais disons, quand on est en hypercalorique, on peut très bien pratiquer la restriction calorique et ça va aider le cerveau à se régénérer. Il y a l'activité physique. Il y a le DHA. Alors le DHA, je vais en reparler après, c'est un des oméga 3 qui sont les plus importants pour le cerveau. Donc ce sont des oméga 3 qu'on retrouve dans les huiles de poisson, dans le gras de poisson, et qui manquent cruellement aujourd'hui dans notre alimentation, hein. Je vais en reparler après. Et puis il y a aussi cette fameuse vitamine D dont on parle beaucoup actuellement avec le Covid, etc. Mais il n'y a pas que pour le Covid, hein, la vitamine D. Il y a des récepteurs à la vitamine D dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. La vitamine D, c'est quelque chose de très, très, très important. Et j'en profite, voilà, pour ceux qui sont là, ceux et celles qui sont là ce soir. Il faut vous supplémenter absolument tous les ans, surtout en période hivernale. Mais ça peut varier en fonction de l'âge. Donc, plus on est âgé, plus il faut se supplémenter longtemps. Voilà. Alors, notre cerveau, il est gras. Alors, moi, je dis que c'est une motte de beurre dans un océan. Donc, c'est vraiment du gras. Et l'océan, parce qu'en fait, il baigne dans de l'eau, et c'est de l'eau salée, hein, il y a du sérum phi, donc c'est pour ça que j'ai mis une motte de beurre dans un océan. Donc, c'est environ entre 60 et 70% de gras, et c'est l'organe le plus gras du corps. Donc aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui ont peur du gras parce qu'on leur a tellement répété pendant des années que le gras, c'était mauvais pour les artères, que ça bouchait les artères, etc., qu'on est resté dans ce dogme en quelque sorte et qui n'a pas lieu d'être, hein. Alors on va voir aussi évidemment qu'il y a gras et gras, il y a du bon gras et il y a du mauvais gras évidemment. Mais il faut consommer suffisamment de graisse, hein. Donc quand je dis suffisamment, c'est voilà. Parfois, les personnes que je vois en consultation sont effrayées quand je leur dis mais si, il faudrait introduire autant de cuillères à soupe de graisse de rajout dans votre alimentation. Il n'y a pas que pour le cerveau, hein, toutes les cellules ont besoin de gras pour constituer leur membrane. Donc, le meilleur allié du cerveau, ben, c'est le bon gras. Donc, il y a les membranes des neurones, hein, c'est que du gras. Donc, si on veut que les informations passent correctement, que les membranes soient fluides, que les nutriments puissent arriver dans la cellule, que les déchets puissent en sortir, il faut que tout ça soit fluide, hein. Donc, le gras intervient beaucoup à ce niveau. Donc, la gaine de myéline autour de l'axone, c'est aussi du gras. Et aussi, et ça c'est une fausse croyance aussi, que les acides gras saturés
serait mauvais pour la santé. C'est faux. D'ailleurs, le lait maternel est constitué à environ 50% d'acides gras saturés. Si c'était mauvais, la nature n'aurait pas prévu ça comme ça. Donc, il faut des acides gras saturés, mais évidemment, des acides gras saturés de qualité et pas des acides gras artificiellement saturés ou des acides gras saturés qui vont être trop cuits, voire brûlés, où là, évidemment, ça devient délétère. Donc, les acides gras saturés, voilà, c'est à peu près 50% de la constitution des membranes cellulaires. Donc, il en faut, mais tout va intervenir en équilibre, autant des acides gras saturés que monoinsaturés et polyinsaturés. Alors, l'histoire du cholestérol aussi, au niveau du cerveau, c'est hyper important, parce que le cerveau, c'est un tout petit organe, hein, il représente qu'environ 2% du poids du corps, mais à lui tout seul, il va utiliser 25% du pool de cholestérol. Il peut même fabriquer son propre cholestérol, tellement c'est important pour lui. Alors, il y a une étude qui a montré qu'avoir un faible taux de LDL, alors c'est soi-disant le mauvais cholestérol, hein, parce qu'on vous dit toujours qu'il y a du bon et du mauvais, c'est faux, du cholestérol, c'est du cholestérol. Le seul problème, c'est que ces LDL, donc qui sont considérés comme du mauvais cholestérol, peuvent s'altérer, hein, donc par oxydation ou glycation, on va en reparler après, et à partir du moment où ces LDL sont altérés par ces processus, ça devient problématique parce qu'il va y avoir des réactions du système immunitaire avec une inflammation et ça peut être le début de la plaque d'athérome. Donc, si vous avez un faible taux de LDL, ça pourrait augmenter le risque de voir apparaître la maladie de Parkinson de 350%. Donc, on sait qu'un taux élevé de cholestérol protège contre la maladie de Charcot. Et comme je vous disais, le danger, c'est les LDL qui se modifient par oxydation ou glycation. Donc, ça veut dire que les LDL, ce sont des protéines. Ce sont des protéines les LDL, c'est le Low Density Lipoprotein. Donc, ce sont des protéines donc, qui vont être altérées. Et du fait qu'elles vont être altérées, elles ne vont plus jouer leur rôle. Hein. Donc, elles ne vont plus bien acheminer le cholestérol, notamment au niveau du cerveau, parce qu'elles vont être modifiées par l'oxydation, on sait bien ce que c'est un petit peu de la rouille, donc ça veut dire qu'il y a des réactions avec de l'oxygène, et la glycation, c'est quand une protéine se lie à un sucre. Donc là aussi, on va voir que le sucre, c'est l'excès de sucre, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure que le glucose, c'était le carburant préféré du cerveau, mais il y a sucre et sucre, évidemment. Donc voilà, les poisons du cerveau, c'est le mauvais gras. Donc j'ai trouvé une image qui rassemblait un petit peu tout ce mauvais gras. Donc dans les charcuteries, alors le fromage, pas forcément. Hein. Bon, le fromage, il faut évidemment que ce soit du bon fromage artisanal, au lait cru, etc. Mais évidemment, tout ce qui est frit en général, là c'est du mauvais gras, c'est du gras qui va être très rigide et du coup ça va rigidifier les membranes cellulaires et on va perdre le bénéfice du gras. Par contre, un des gros ennemis du cerveau, c'est évidemment le sucre en excès. Alors qu'il soit blanc, roux ou marron, ça reste du sucre, hein, donc il faut faire très attention. Donc, les méfaits du sucre, pour reparler de la glycation, eh bien, on sait que la glycation va entraîner un rétrécissement du tissu cérébral. Donc, c'est quand vous avez des glycémies trop élevées. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas diabétique, eh bien, vous pouvez demander, si votre médecin est complaisant, vous pouvez lui demander d'un dosage de l'hémoglobine glyquée. Normalement, c'est un dosage qu'on réserve aux diabétiques. Mais c'est un marqueur de la glycation, un marqueur général de la glycation. Et il y a des médecins pratiquent la médecine fonctionnelle, qui sont très à cheval là-dessus et qui ne vont pas autoriser une hémoglobine glyquée au-dessus 5,3, 5,4 grand maximum. Voilà, et parce que plus c'est élevé, plus vous avez ce risque de glycation avec tous les problèmes que ça va entraîner. Alors évidemment, quand on mange trop de sucre, on a tendance à prendre du poids et on sait aussi que l'obésité est associée à un dysfonctionnement cérébral. Donc on a fait un lien entre le rapport tour de taille et tour de hanche. Hein, donc plus il est élevé, plus l'hippocampe est petit. Et l'hippocampe, c'est le siège de l'apprentissage et de la mémoire. Donc encore une fois, régler son alimentation pour diminuer son poids, surtout si c'est un
Alors, là aussi, il y a graisse corporelle et graisse corporelle, hein. Tout le monde n'a pas le même problème, mais ça, je n'ai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. Donc, évidemment, on va pouvoir protéger son cerveau avec une alimentation anti-inflammatoire. Le cerveau n'a pas de récepteur à la douleur. Donc, en général, quand on a une inflammation quelque part, on a des douleurs, mais au niveau du cerveau, la douleur ne se manifeste pas. Donc, ça peut se manifester par un état dépressif, par exemple. Mais de toute façon, cet état inflammatoire peut concerner n'importe quel organe ou système de l'organisme. Donc, au niveau du cerveau, ça va être pareil que pour le reste du corps. Il faut adopter une alimentation anti-inflammatoire et le meilleur représentant, je vais dire, de cette alimentation anti-inflammatoire, c'est le régime méditerranéen, le régime crétois, dans lequel on consomme beaucoup de végétaux, des herbes, des plantes sauvages, des épices, beaucoup de polyphénols, de l'huile d'olive qui n'est pas intéressante que pour ces acides gras, hein, parce qu'on dit que c'est du bon gras, oui, mais l'huile d'olive de qualité contient aussi des polyphénols protecteurs. Donc, il faut vraiment prendre ça de façon globale. Et évidemment, dans le régime méditerranéen tel qu'il était pratiqué avant, hein, aujourd'hui, ça a changé évidemment, mais dans le régime originel, on va dire, il n'y avait pas d'aliments transformés, des aliments trop gras, salés, sucrés, etc. Donc, il faut des oméga-3, parce que les oméga-3 sont anti-inflammatoires, alors que les oméga-6 sont pro-inflammatoires. Mais l'inflammation est quelque chose de nécessaire, hein. L'inflammation, elle est là aussi pour nous permettre d'éliminer quelque chose qui ne convient pas au corps. Mais une fois que le danger est passé, l'inflammation, elle doit pouvoir s'arrêter. Et ce sont les oméga-3 on va dire qu'ils appuient sur un interrupteur pour dire, voilà, stop, le danger est passé, bon, l'inflammation, tu peux t'arrêter. Donc, s'il n'y a pas d'oméga-3, eh bien, l'inflammation peut devenir chronique et entraîner énormément de dégâts. Donc, on a parlé tout à l'heure du DHA. Donc, en fait, il est souvent associé à l'EPA. Donc, EPA et DHA, ce sont deux acides gras qu'on va retrouver dans les poissons gras. Alors, dans les poissons gras, moi, je ne conseille jamais de consommer les gros prédateurs qui sont bourrés de polluants, de métaux lourds, etc. Donc, on va aller plutôt vers des petits poissons gras et le foie de morue. Donc, et ces oméga-3 vont aider à la fluidification des membranes cellulaires, donc ça va faciliter la neurotransmission. Et ces oméga-3 ont aussi un rôle dans le surpoids, dans l'insulinorésistance, donc par rapport, et même au niveau du diabète. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument introduire dans son alimentation. Et à côté de ces oméga-3-là, on trouve aussi des oméga-3 végétaux qu'on va retrouver dans les noix, dans les graines de lin, les graines de chia et dans les huiles de noix, les huiles de lin, l'huile de colza, l'huile de camille, l'huile de chanvre. Mais vous voyez que c'est quand même assez restrictif. Alors, quelqu'un qui ne mange pas de petits poissons gras, qui ne consomme que de l'huile d'olive, comme souvent je vois dans les enquêtes alimentaires, parce qu'on a tellement dit que l'huile d'olive était une bonne huile, donc les gens se concentrent là-dessus, mais du coup, il n'y a pas d'autres huiles riches en oméga-3. Donc, il y a vraiment des manques à ce niveau-là. Donc, c'est des petites choses qu'il faut aller chercher dans l'alimentation. Alors après, au niveau de l'inflammation, donc j'ai mis avec des points d'interrogation parce qu'on n'a pas le temps non plus de parler de tout ça, mais il y a possibilité que le gluten soit pro-inflammatoire pour certaines personnes, mais d'où vient le gluten? De quel type de blé? Est-ce que c'est du blé moderne ou des blés anciens? Donc tout ça doit être évalué. Et pareil pour les laitages, parce qu'aujourd'hui, on est facilement dans des modes sans gluten, sans produits laitiers, etc. Mais là aussi, les laitages, ça va vraiment dépendre de l'alimentation animale et du mode d'élevage de l'animal. Hein, les produits laitiers, quand ils sont de qualité, sauf quand on fait vraiment une réaction, qui peut être individuelle, mais il n'y a aucune raison pour les éliminer complètement. Maintenant, peut-être qu'il ne faut pas en consommer 3 fois par jour, ça on est d'accord, mais dans une rotation, pour avoir une variété alimentaire, dans les bons laitages, il y a des choses intéressantes. Alors, au niveau des neurotransmetteurs, donc, vous allez voir, il y a vraiment, on n'y pense pas suffisamment, hein, et donc aujourd'hui, on sait que pour remettre toute cette machinerie en route au niveau des neurotransmetteurs, eh il faut certains éléments. Donc, j'ai pris les différentes grandes familles de neurotransmetteurs. Donc, on a d'abord les catécholamines qui regroupent
la dopamine, c'est le neurotransmetteur, le starter dont on a besoin le matin pour démarrer. Donc, ça va donner la motivation, etc. Et vous voyez que la dopamine, elle est synthétisée à partir d'un acide aminé qui s'appelle la phénylalanine, donc qui est un acide aminé essentiel. C'est ce que j'ai noté ici dans le petit carré rose. Donc, AAE, c'est acide aminé essentiel. Ça veut dire qu'il doit être apporté par l'alimentation. Cette phénylalanine, elle peut être transformée en tyrosine, qui à son tour va être transformée en L-dopa, à son tour en dopamine. Mais vous voyez que pour toutes ces transformations, il y a besoin d'oxygène, il y a besoin de vitamine B3, il y a besoin de fer. Dans l'autre étape, il y a besoin de magnésium, il y a besoin de zinc, il y a besoin de vitamine B2, de vitamine B6. Et ensuite, la dopamine, elle continue sa transformation en noradrénaline, en adrénaline. Et vous voyez que là, il faut beaucoup de magnésium. Mg, c'est magnésium, ce sont mes abréviations à moi. Zn, c'est le zinc. Et puis là, vous avez besoin de méthionine, donc un autre acide aminé où on a besoin de vitamines B6, B9, B12 pour ce qu'on appelle la méthylation. Donc ce sont tous des facteurs nutritionnels. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement tous carencés parce que les aliments qu'on consomme ne suivent plus les bonnes voies de production, les sols sont épuisés, etc. Et donc, petit à petit, il y a on ne va pas parler de vraies carences, mais ce sont des déficits nutritionnels et le corps, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc, il peut y avoir des ralentissements et à un moment donné, il n'y a plus assez de dopamine et du coup, on n'est pas en forme le matin, on n'est pas motivé, etc. Donc, je vais le mettre après. Donc, le matin, il faut commencer par un petit déjeuner qui nous apporte le plus possible de ces éléments pour avoir cette dopamine. Donc, c'est un facteur typiquement nutritionnel. Alors, j'ai mis ici, il y a une molécule, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler non plus, mais qui est l'acide fulvique, qui normalement devrait être présent dans tous les sols et du coup dans toutes les plantes, parce que c'est un transporteur. Et comme je disais tout à l'heure, les végétaux aujourd'hui sont dénutris, donc un sol malade va donner une plante malade, ça va donner un animal malade, et l'homme est en bout de chaîne, donc l'homme est malade aussi. Donc au départ, ça vient du sol, parce que les sols ont été maltraités, ils ont été labourés avec des produits chimiques, etc. Donc on a détruit toute cette transformation des différentes matières par les bactéries, enfin, tous les micro-organismes du sol. Et du coup, il n'y a plus d'humus, il n'y a plus d'acide humique et il n'y a plus d'acide fulvique, qui est vraiment le chaînon manquant aujourd'hui dans notre alimentation. Alors, pour booster sa dopamine, on fait quoi? Donc, il faut déjà commencer le premier repas de la journée avec des protéines au petit déjeuner et au déjeuner. Donc, il faut déjà assurer un apport en phénylalanine et en tyrosine. Donc, on va éviter les repas hyperglycémiants, donc ça veut dire les repas trop riches en sucre. Donc, le matin, on ne mange pas du pain blanc avec de la confiture ou du miel et un jus de fruits. Voilà, même si c'est encore des choses qu'on peut voir comme modèle dans des publicités à la télévision, c'est non. Voilà, c'est pas des repas qui vont être adaptés. Et parce que les repas hyperglycémiants vont détourner la tyrosine, parce que la tyrosine, c'est un acide aminé qui rentre aussi dans la fabrication de nos protéines. Mais si vous avez un repas hyperglycémiant, il va y avoir une sécrétion d'insuline trop importante. Et sous l'action de l'insuline, la tyrosine va être détournée vers la synthèse des protéines et au détriment de la synthèse vers la dopamine. Donc, il faut avoir une alimentation variée, riche en cofacteurs, donc voir avec des compléments alimentaires si nécessaire, si on n'arrive pas. Parfois, on a besoin de petites cures de compléments alimentaires pour refaire le stock en quelque sorte, parce que le déficit, il s'installe d'année en année et si jamais on n'a jamais une alimentation vraiment complète, au fur et à mesure des années, le corps, il a de moins en moins d'outils. Donc, il faut des oméga-3. D'origine animale, donc on a vu qu'ils étaient anti-inflammatoires. Donc gérer son stress, ça c'est plutôt Casina et toutes les techniques qui permettent ce genre de choses, parce que le stress va diminuer la dopamine aussi. Et alors on peut utiliser une source naturelle de L-dopa qui est le mucuna, c'est une légumineuse et qui a un effet antidépresseur. Donc on trouve ça sur internet maintenant, c'est en quelque sorte un petit complément alimentaire.
Donc, une deuxième famille de neurotransmetteurs, les indolamines, avec la sérotonine et la mélatonine. Donc, la sérotonine, c'est plutôt le frein. Donc, on a vu le starter, les accélérateurs tout à l'heure. Là, on a le frein. Donc, c'est plutôt en fin de journée dont on va en avoir besoin, puisqu'on va, on va devoir se préparer au sommeil, etc. Mais vous voyez que c'est une voie, ce qu'on appelle ça apaisante, quand le tryptophane. Donc le tryptophane, c'est aussi un acide aminé essentiel, mais qui est rare. Donc ça veut dire qu'il faut aller le chercher aussi. Et déjà, quand, je crois que je l'ai mis dans la diapo suivante, si vous souffrez de constipation, par exemple, ben le tryptophane, il va être détourné aussi. Donc il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et donc vous voyez que c'est pareil que pour l'autre famille de neurotransmetteurs. On a aussi besoin d'oxygène, de vitamine B3, de fer, de vitamine B6, B6, B9, B12, pour avoir cette fameuse mélatonine. Alors, qu'on dit hormone du sommeil. Bon, visiblement, il y a une autre hormone qui est plus l'hormone du sommeil, mais c'est la voie apaisante. Donc, il va réguler votre humeur, qui va vous empêcher d'avoir des fringales en fin de journée, des fringales de sucre, parce qu'il n'y a pas eu de protéines le matin. Ça va réguler l'appétit, donc réguler même aussi toutes oui, les addictions, voilà, surtout au sucre, hein, et aussi diminuer la perception de la douleur. Par contre, si vous êtes stressé, donc, si vous souffrez de neuroinflammation, donc voilà, ça peut être de la dépression par exemple, mais il y a une autre voie hein, qui va transformer le tryptophane en kynurénine. Bon, je n'ai pas le temps non plus de détailler, mais là, du coup, vous n'aurez pas la sérotonine et vous n'aurez pas la mélatonine. Donc, c'est pour ça que le stress, encore une fois, moi, mon truc, c'est la nutrition, mais je sais très bien que pour certaines personnes, la première chose à faire, c'est d'abord gérer le stress. Parce que tant qu'elles sont stressées, déjà, il y a des troubles du comportement alimentaire, par exemple, et du coup, on peut très bien avoir ces voies excitatrices à la place des voies apaisantes. Donc, pour booster la sérotonine, donc on va avoir besoin d'apports en tryptophane, surtout en deuxième partie de journée. Donc, on retrouve particulièrement du tryptophane en plus grande quantité dans des aliments bien précis, comme les produits laitiers, les oléagineux, comme les noix de cajou, dans la dinde, les pommes de terre, la patate douce. Voilà, ce sont des aliments qui en sont riches. Donc, il faut avoir des apports suffisants en glucides de qualité. Donc, quand je dis les bons glucides, ce sont les légumes, les fruits, les céréales complètes et les légumes secs. Donc, pour avoir une petite sécrétion d'insuline, qui est tout à fait physiologique et normale et même indispensable, qui va permettre au tryptophane de passer la barrière hémato-encéphalique et de se transformer en sérotonine dans le cerveau. Donc, vous voyez que tout est vraiment important à toutes les étapes. Donc, il faut avoir des apports suffisants en vitamine B, en magnésium, en fer, en zinc, etc. Des oméga 3, une alimentation anti-inflammatoire, pareil, s'exposer à la lumière du jour, donc au bon moment. Donc tout le problème aussi des gens qui travaillent en pause et qui travaillent la nuit et qui dorment la journée, donc ils n'ont pas forcément cette exposition à la lumière du jour. Donc il faut aussi éviter d'avoir trop de lumière bleue en fin de journée, d'où se protéger avec des lunettes spécifiques notamment. Donc aussi avoir des apports suffisants en vitamine D, donc soigner ses intestins, parce qu'il y a 80% de la sérotonine et même plus, selon certains auteurs, qui est produite dans l'intestin. Et donc, je l'ai dit, éviter la constipation, parce que sinon, on n'a pas le tryptophane qui va bien se transformer en sérotonine. Donc, bien veiller à avoir un taux suffisant de cholestérol qui va aussi augmenter le risque de dépression, et puis gestion du stress, activité physique, etc. Une troisième famille de neurotransmetteurs, le système GABA-glutamate. Donc là, vous voyez aussi qu'au départ, on repart aussi d'un acide aminé, la glutamine, qui va avoir besoin d'un autre acide aminé, de deux autres acides aminés, la glycine et la sérine. Donc, acide aminé, ça veut dire protéine, hein. Donc, on a besoin de potassium qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes. Et donc, vous avez aussi besoin de vitamine B6 parce que le glutamate, il est excitateur. En général, il est toujours retrouvé en excès chez les personnes fibromyalgiques ou bien des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, alors que le système GABA est un système calmant qui va amener un bon équilibre psycho-émotionnel et va aussi vous offrir un sommeil réparateur. Donc, voyez, en cas de manque de vitamine B6, eh bien, on risque d'avoir trop de glutamate. Donc, encore une fois, un facteur nutritionnel. Donc, pour booster son GABA,
Il faut avoir un apport suffisant en glutamine, donc on va retrouver dans des protéines. La glutamine, c'est un acide aminé, il est souvent d'ailleurs dans des compléments alimentaires, parce c'est un fournisseur d'énergie pour les cellules immunitaires et pour les cellules intestinales. Et il risque de manquer si on a un stress chronique, hein, que ce soit un stress physique ou émotionnel. C'est pour ça que les sportifs l'utilisent pas mal, parce que en cas de sport intensif, ça devient contre-productif et du coup, c'est considéré comme un stress par le corps aussi. Donc, s'il y a une perméabilité intestinale, donc tout l'intérêt d'avoir un microbiote, d'avoir toute cette écologie intestinale qui fonctionne le plus parfaitement possible. Hein. Parfait, je crois que ça n'existe pas. Et parfois aussi se supplémenter si nécessaire. Donc, consommer suffisamment de fruits et légumes. Donc, on a vu dans le régime méditerranéen, on trouve tout ce qu'il faut. Avoir beaucoup de micronutriments et surtout le microbiote. Et on peut éventuellement utiliser des psychobiotiques, donc ça veut dire des probiotiques qui sont spécialisés pour l'équilibre émotionnel. Donc on a choisi des souches qui sont spécifiques pour proposer une bonne stabilité émotionnelle. Et donc, si on a un déséquilibre du microbiote, eh bien, on va aller vers l'inflammation. Ça va induire de l'anxiété parce qu'on sait bien que l'intestin communique avec le cerveau. Hein. C'est une autoroute il y a des voies des deux côtés, hein, cerveau-intestin et intestin-cerveau. Et visiblement, il y a beaucoup plus de fibres nerveuses qui vont de l'intestin vers le cerveau que du cerveau vers l'intestin. Donc, ne pas négliger cet équilibre-là quand on n'est pas bien dans sa tête. Il faut parfois aller voir aussi ce qui se passe au niveau du ventre. Alors, autre chose, pour le déclin cognitif, donc là, il y a pas mal d'études qui ont été menées à ce niveau-là. Donc, vous avez particulièrement les épigalocatéchines galates du thé vert. Donc, ça, c'est des noms un peu à coucher dehors, hein, tous ces polyphénols. Donc, particulièrement dans le thé matcha, avec 2 tasses par jour, on a montré qu'on réduisait vraiment de façon très significative le déclin cognitif. Et c'est pareil avec les flavanols du cacao, et particulièrement les fèves de cacao d'origine Madagascar. Donc, je vous laisse trouver votre chocolat origine Madagascar. C'est là-dedans qu'il y aura le plus de polyphénols protecteurs pour la santé du cerveau. Donc voilà, je vous ai mis deux petits livres de bibliographie voilà, qui m'ont inspiré notamment, mais voilà. Donc il y en a un qui est très bien du docteur Perlmutter, donc qui est un neurologue très, très réputé aux États-Unis. Donc je crois qu'il y a la préface du professeur Joyeux dans le livre, donc c'est un livre qui est très bien traduit. Et puis Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie aussi, rédigé par un médecin et une diététicienne. Voilà, c'est des médecins que j'ai eus parce que j'ai une formation en physionutrition, donc ce sont voilà, le docteur Vincent Renaud, il intervient dans la formation. C'est pour ça que j'ai eu connaissance du livre, y compris de Véronique Liès qui intervient aussi dans la formation. Voilà, voilà. Donc je vais arrêter le partage et si je retrouve